Monsieur le juge, bonsoir. Je tremble. Je tremble déjà d'être face à un juge qui, par essence et par nature, juge, qui vous juge. Concrètement, tout être humain juge et se juge. C'est même une de ses particularités. L'être humain, lors de tout examen de conscience par exemple, peut assister au tribunal de ses propres pensées et de ses propres actions. L'être humain juge, et l'on ne sait jamais d'ailleurs si ce jugement est sans appel ou non. Je tremble aussi d'être face à un juge qui, indubitablement, a le sens de la répartie, le sens de la formule, et peut tenir la dragée haute à ses interlocuteurs. J'ose espérer en tout cas que vous serez bien indulgent à mon humble égard. Ainsi, Luc Hénard a été juge pendant 35 ans, de 1986 à 2021. Après avoir été juge d'instruction, il passe 15 ans à la cour d'appel et préside la cour d'assises. Il est ensuite pendant 12 ans président du tribunal de première instance de Bruxelles. Convaincu que le traitement rapide des affaires doit être une priorité, il initie la numérisation des dossiers pénaux et, avec ses collègues et autres collaborateurs, il résorbe totalement l'arriéré judiciaire. Il a donc permis d'accélérer certaines procédures juridiques. Il a dédoublé la chambre d'appel du tribunal de police et consolidé de manière générale la justice pénale. Je cite. La procédure accélérée s'est tentée de répondre efficacement au sentiment d'impunité. Quand un enfant fait une bêtise, on le punit d'emblée, et cela a naturellement son effet. Si, au contraire, un laps de temps est présent, on a un sentiment d'impunité. Donc, il s'agit de juger le plus rapidement possible. Des laps de temps longs sont synonymes de perte de sens pour toutes les parties concernées. Pour les victimes d'abord. Difficile de faire le deuil et d'aller de l'avant tant que justice n'est pas rendue. Pour les prévenus, même constat, la condamnation est une épée de Damoclès au-dessus de leur tête, leur rendant impossible de se projeter positivement vers l'avenir. Pour la société maintenant, elle a aussi intérêt à ce que les délinquants soient jugés le plus rapidement possible afin d'être protégés d'eux. Enfin, si l'on attend de trop, le prévenu peut avoir aussi évolué, en bien ou en mal d'ailleurs. En tout cas, il n'est déjà plus celui qui a commis les faits. Intervenir rapidement, c'est aussi se garantir de prévenir un enracinement dans la délinquance. Par ses interventions médiatiques, et Dieu sait si elles sont nombreuses, Luc Hénard a voulu faire mieux comprendre le rôle du juge dans la société et mettre en garde contre les atteintes à l'indépendance des juges. Ces objectifs, encore à l'heure actuelle, demeurent les mêmes, ne jamais arrêter le combat pour une justice de qualité, et ce, au service des citoyens, de tous les citoyens. Alors, même si j'arrive tremblant, monsieur le juge, je m'assieds malgré tout face à vous, face à cette justice-là, qui est une justice immanente, qui est une justice des hommes, n'est-ce pas? Alors, est-ce que vous vous retrouvez également dans cette introduction, mais résumé plus de 40 ans de carrière? C'est difficile, hein, en 3 minutes. C'est vrai, mais je dois concéder que vous l'avez fait de manière remarquable. C'est gentil à vous. Oui, mais c'est précisément pour vous un êtes trop indulgent, pour un peu contredire voilà, ce que vous venez de c'est présenter. C'est de la flagornerie, ça. Bien. Et non, vous avez très bien fait la synthèse de ce que j'ai pu être pendant toutes ces années. Et dans la droite ligne de ce que vous avez exprimé durant toutes ces années, j'ai fait une très belle rencontre, et c'est la rencontre de Pauline. Je tiens à le dire parce que nous avons passé de longs moments ensemble, on ne se connaissait pas, et j'ai été impressionné d'abord de la compétence avec laquelle d'abord la patience avec laquelle elle m'a écouté, parce que une fois qu'on met une thune dans le bastringue, c'est parti, et tous les sujets... Ça a duré des heures et des heures. Ça a duré des heures et des heures, je ne m'en suis pas rendu compte, et elle apparemment non plus. En tout cas, le résultat est celui que l'on peut lire
le livre qu'elle a rédigé, et franchement, elle a été, en ce qui me concerne en tout cas, parfaitement dans l'esprit et dans la ligne de ce que nous avons échangé pendant les nombreuses heures que nous avons passées ensemble. Et vous en avez fait, c'est sans doute une preuve complémentaire de la qualité de l'ouvrage, vous avez en quelques minutes résumé ce qu'elle a exprimé dans des pages qui sont passionnantes à lire, mais qui sont par définition un peu plus longues que le temps que vous avez pris pour la présentation. Monsieur le juge, commençons peut-être par rappeler les bases mêmes de la justice. Dans le système juridique belge, il existe deux types de magistrats, nous sommes bien d'accord, les juges et les procureurs. On parle tout le temps de magistrature assise et de magistrature debout. Qu'est-ce à dire, ça? Alors, c'est important de faire la différence entre les deux. Alors, si on veut être tout à fait rigoureux, en réalité, les seuls magistrats sont les juges. Les représentants du ministère public exercent une fonction très importante, mais ne font pas, même si ça les fâche quand je leur dis ça, partie en tant que telle de la magistrature. Alors la différence, elle est importante. La différence est importante si les représentants du ministère public sont ce que j'appelle volontiers le bras armé de l'exécutif auprès des cours et tribunaux, puisqu'ils représentent la société, ils défendent le point de vue de la société, ils n'ont pas d'obligation d'objectivité comme celle que vous allez rencontrer chez les juges qui vont de manière totalement indépendante, et vous avez rappelé combien c'est chez moi une préoccupation fondamentale, les juges qui ont toute indépendance à l'égard de tout le monde. Et quand je dis à l'égard de tout le monde, c'est à l'égard, bien entendu, du monde politique, à l'égard du ministère public, mais aussi à l'égard de leur propre hiérarchie. Un juge décide à propos d'une affaire ce qu'il estime devoir ou être la solution pertinente dans la situation concrète qui lui est soumise, sans devoir rendre compte à qui que ce soit. Et ça, c'est un élément fondamental. Et pour terminer sur la comparaison entre procureur et juge, un procureur, un substitut du procureur du roi, même s'il jouit d'une certaine liberté de parole à l'audience, il est évident qu'il doit s'en référer à son chef de corps, au procureur du roi en titre, voire au procureur général, ce qui change évidemment tout à fait l'essence même des deux fonctions qui l'une et l'autre sont très importantes, mais elles sont fondamentalement différentes. Soyons pratico-pratiques, on entre dans la pièce, dans le tribunal, et je sais que vous souhaitiez que les personnes vous voient, ça semble assez normal, que les gens se présentent de façon tout à fait honorable, si je puis dire, correcte en tout cas, qu'il n'y ait pas d'injures, pas d'insultes, ni quoi que ce soit. Ça faisait vraiment partie aussi, justement, de ce décor que vous vouliez mettre. Enfin, c'est plus qu'un décor, quoi. C'est une manière d'être. C'est certain. Et il est évident que l'audience est un moment essentiel. Et vous parlez du vouvoiement. Je pourrais parler de manière plus générale du comportement que doit avoir le juge, je parle de lui, à l'égard du justiciable qui comparaît devant lui, ou à l'égard du procureur ou à l'égard des avocats, mais singulièrement à l'égard des personnes qui comparaissent, eh bien, j'ai toujours considéré qu'il ne fallait pas se mettre au niveau des personnes qui comparaissent. Il fallait respecter les personnes qui comparaissent devant soi, mais en n'oubliant pas que dans le schéma judiciaire et singulièrement le schéma de l'audience, eh bien, il y a des fonctions qui sont exercées et la fonction de juge doit, au travers de la manière dont elle s'exerce, inspirer le respect des personnes qui comparaissent devant lui ou devant elle. Et donc, c'est fondamental. Il y a un peu cette tendance générale aujourd'hui à utiliser un vocabulaire qui soit un vocabulaire plus accessible, d'être, je ne vais pas dire à tu, à toi, mais on comprend ce que je veux dire. Je crois que c'est une mauvaise réponse parce qu'il est indispensable que le justiciable, lorsqu'il comparaît devant
le juge, eh bien, doit savoir que, en raison de la fonction qu'il exerce, eh bien, c'est une institution qu'il doit respecter, et bien évidemment, une institution qui doit aussi mériter le respect. J'aime aussi vos considérations sur le jugement. Vous dites, juger, c'est trouver comment on peut s'en sortir ensemble. Face au justiciable, le juge n'est pas un adversaire, ni non plus un ami. Un juge, c'est un interlocuteur avec lequel il s'agit finalement, bon gré, mal gré, de tisser des liens afin de dégager, ou en tout cas tenter de dégager une solution, un jugement, justement. Absolument. Et je rappelle souvent que le juge n'est pas là pour condamner. Il est là pour apporter une réponse à une difficulté, et une difficulté ponctuelle. Et j'ouvre simplement une parenthèse, c'est que le juge n'est pas là pour régler les problèmes de la société de manière générale. Il est là pour apporter une réponse la plus adéquate possible, dans le respect de la loi, c'est évident, mais à la situation tout à fait concrète et particulière et singulière qui lui est soumise. Ça, c'est une démarche fondamentale. Et c'est ce qui fait qu'il y a parfois une incompréhension à l'égard du juge quand, et je l'ai entendu parfois lorsque les émissions étaient diffusées, certaines personnes qui me reconnaissaient, ils m'interpellaient à propos des affaires, ils disaient, mais comment vous avez pu décider ceci ou décider cela? C'est tout de même quelqu'un qui a frappé sa femme, qui éventuellement a volé, qui a vendu des stupéfiants, que sais-je encore. Et ma réponse était systématiquement la même. Je dis, je peux comprendre que vous réagissiez comme ça, parce que vous considérez la situation, le comportement violent à l'égard de l'épouse, le comportement de vente de stupéfiants de manière générale, mais l'individu qui a comparu devant moi, avec les explications, et Pauline l'a dit tout à l'heure, et c'est, je pense, ça constitue les lettres de noblesse de la justice, c'est que chaque fois que vous avez un individu devant vous, dans chaque individu, quoi qu'il ait commis, il y a une petite part de lumière. Et c'est cette petite part de lumière qu'il faut aller chercher, parce que, si vous me passez l'expression, l'omelette est faite. La bêtise, l'infraction a été commise. Et le vrai débat, lors de l'audience, c'est de savoir comment on en sort. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est évident que c'est ça le projet. Ce qui a été malheureusement fait n'est plus réparable. Alors oui, il y a bien sûr des indemnisations, tout ce que vous voulez, mais ça, je dirais que c'est un pis-aller. Ce qui est fondamental, c'est que des comptes peuvent ou doivent être rendus, mais après, que fait-on? Et là, le caractère accéléré de la procédure, et on en parlera peut-être, et qui pour moi est est la clé de voûte de tout le système, si aujourd'hui vous avez une telle méfiance ou un tel manque de considération par rapport à la justice, c'est parce qu'elle est beaucoup trop lente. Elle est beaucoup trop lente. Et dans le cadre des procédures accélérées, celles qui ont été filmées pendant toutes ces années, eh bien les personnes comparaissaient 15 jours après. 15 jours après avoir commis les faits, et dans ce processus, ça vous permet en tant que juge de chercher avec l'interlocuteur, c'est-à-dire la personne à qui on reproche les faits, mais aussi en partageant les réflexions de la victime des faits qui ont été commis, comment on en sort. Comment on en sort? Et lorsque l'individu, la personne, eh bien, reçoit la décision, et je parle bien d'une décision, ce n'est pas nécessairement une condamnation, il y a des mesures qui peuvent être prises, il y a plusieurs possibilités de sortir de l'ornière dans laquelle on se trouve, eh bien, à ce moment-là, vous renvoyez en quelque sorte la balle à celui ou à celle qui a commis les faits, et un nouveau point de démarrage est possible. Et c'est fondamental. C'est fondamental, et je suis aujourd'hui radicalement convaincu que c'est la seule réponse adéquate au phénomène de la délinquance, c'est la rapidité de l'intervention. La rapidité de l'intervention est un mot, c'est que quand on fait le constat que toutes ces procédures que j'ai faites pendant des années, et ça fait quand même un nombre considérable d'affaires, on parle du taux de récidive. Eh bien, dans ces affaires-là, le taux de récidive est de 2 à 3%. Alors que le processus long, vous avez un taux de récidive qui est de 60 à 70%. Fallait-il
une autre démonstration. Mais ça ne vaut pas pour toutes les affaires, nous sommes bien d'accord. Alors, je ne sais pas, lorsque vous dites « ça ne vaut pas pour toutes les La affaires », procédure accélérée. eh bien, je vais vous contredire. Alors, bien sûr, il y a des affaires qui sont plus complexes, cela va de soi. Mais il y a un grand défaut dans le fonctionnement judiciaire, c'est qu'à un certain moment, on procrastine. Et au travers de ces années d'expérience, souvent je me suis fait la réflexion que dans les dossiers qui sont à un moment et après de nombreux mois, voire d'années, eh bien constitués de dizaines de cartons, et les cartons, ce sont ces phares de 15 cm d'épaisseur, des milliers et des milliers de pages, eh bien, peut-être est-ce un peu caricatural, mais tout tout ce qui va déterminer la décision qui va être prise se trouve dans dans le premier mois. Tout le reste, c'est en fait, cela constitue des plats réchauffés, et on perd un temps considérable à tourner encore, et à vérifier, et ainsi de suite. Et finalement, on en arrive à cette situation complètement absurde. C'est que vous avez un fait qui est bien cerné au bout de quelques jours ou de quelques semaines, et après, c'est du temps perdu. Et ce temps perdu-là, il est perdu pour tout le monde. Il est perdu pour l'individu, et il est perdu aussi pour la société tout entière. Parce qu'évidemment, ce qui importe, c'est que les personnes qui sont concernées par la justice, et c'est l'occasion de le rappeler, parce qu'on n'arrête pas de dire, mais la délinquance ne fait qu'augmenter, l'insécurité ne fait qu'augmenter. Une dernière étude vient de sortir, publiée par la dernière heure. Donc, on ne peut pas dire que c'est la gauche laxiste qui parle. Elle confirme ce que je dis depuis des années, c'est qu'en réalité, la délinquance n'augmente pas. Elle n'augmente pas. Il y a un ressenti qui existe, ce ressenti évolue un peu, mais reste extrêmement bas. Et donc, cette marginalité de la délinquance, c'est aussi un fait qui est constant. Et aujourd'hui, et c'est vrai qu'on en parle à la télévision, on en parle partout, donc on a l'impression que c'est Chicago à 1000%, en réalité, les faits le démentent. Et je le disais il y a un instant, dans un article de la dernière heure tout récent, eh bien, fait l'inventaire et est arrivé à cette conclusion que moi, en tout cas, je défends et je continuerai à défendre depuis longtemps. Et quand vous dites est-ce qu'on peut appliquer ça dans toutes les affaires, eh bien, la conclusion, elle est évidente, c'est qu'il y a beaucoup d'affaires dans lesquelles on pourrait appliquer cette procédure accélérée. Mais pas un crime, pas un meurtre. Mais pas un crime comme un meurtre. Alors, je vais caricaturer un peu, mais vous avez quelqu'un qui a tué. Il est pris sur le fait. Il a donné des explications par rapport à ce qu'il a commis. Bien, expliquez-moi ce qu'il faut de plus pour juger cette personne. Et il y a un véritable problème, une véritable réflexion par rapport à la pertinence de tous les actes qui sont posés. Et quand je parlais de procrastination, vous savez, à un moment, le fait, il est plus fort qu'un ordre mer. Et on peut tourner, on peut interroger, on peut continuer à interroger et toujours interroger. Et finalement, je répète ce que je disais il y a un instant, même dans des affaires qui peuvent être graves. Alors, il ne faut pas généraliser le propos, mais dans un nombre significatif d'affaires, je suis convaincu. Et pourquoi suis-je convaincu? Parce que moi-même, lorsque j'ai été amené à siéger dans les affaires hors procédure accélérée, eh bien, je me suis fait systématiquement le même constat. C'est qu'en réalité, à un moment, c'est le temps qui s'écoule. Le temps est un ennemi, véritablement un ennemi, à tous égards, parce que nous parlons beaucoup des affaires pénales, mais nous pourrions parler des affaires familiales. C'est le même problème. Aujourd'hui, dans les affaires familiales, et à l'époque, vous avez eu la gentillesse de rappeler que j'avais, avec les collègues, résorbé l'arriéré judiciaire, mais quand un couple est en conflit, il n'est pas normal qu'on attende 1 an, 2 ans, 3 ans pour régler des situations de contribution alimentaire, de pension alimentaire, de séparation des domiciles. Tout cela constitue une perte de temps très délétère et fait qu'en réalité, globalement, la situation se dégrade. Et comme, pour en terminer sur le sujet,
quand je disais à mes collègues, lorsque j'exerçais la fonction de président, je dis, mais une affaire vient devant vous, l'objectif, c'est qu'elle soit jugée le plus rapidement possible. Et ne pas s'inscrire dans « oui, mais on pourrait encore vérifier ceci, on pourrait encore analyser ceci ». Oui, tout ça est possible, on peut le faire, mais ça fait beaucoup de papier et ça ne fait pas beaucoup de farine au moulin. Et avancer le schmilblick. Et faire avancer le schmilblick. Et pour en terminer sur ce sujet-là, je disais un jour à un collègue qui était plutôt d'avis qu'il fallait aller vers des conciliations, des discussions, essayer d'arrondir les angles. Je dis, écoute, dis-toi une chose, c'est que si des partis qui se disputent, face à la décision que tu prends, considèrent l'un et l'autre que tu es un con, eh bien c'est un premier accord. Et c'est assez... Alors, c'est évidemment une caricature dans la présentation des choses, mais c'est aussi chez moi une conviction. C'est que du coup, ils se positionnent par rapport à une décision qui a été prise, et finalement, la décision considérée comme mauvaise par eux, eh bien, elle engendre une prise d'attitude, qui est une attitude qui est finalement... qui convient à tous les deux, même s'ils sont d'accord pour dire que le juge a été un con. Je me permets à nouveau de vous citer. La prison, dites-vous, est l'école du crime. Il faut fermer les prisons, ça ne sert à rien. L'humain est avant tout un être social, il établit nécessairement des contacts avec ceux qui l'entourent. Quand celui-ci évolue dans un milieu où tous les interlocuteurs sont des délinquants, que voulez-vous que ça donne comme résultat? On n'en tire rien de bon. C'est vous. Eh bien, je me reconnais dans ce que vous avez C'est dit. C'est les guillemets, ce sont les guillemets. Bien sûr. Mais oui, c'est chez moi une conviction très très profonde. Et ça a fait l'objet de beaucoup de réactions quand j'ai préconisé ou quand j'ai soutenu l'idée qu'il fallait fermer. Et vous avez rappelé les raisons. Ça me paraît tellement évident que je ne comprends même plus qu'on en discute. Aujourd'hui, et c'est ce que j'ai à un moment soutenu, au lieu d'ouvrir de nouveaux établissements pénitentiaires, j'ai dit mais arrêtons d'ouvrir des établissements pénitentiaires puisque de facto, on construit une nouvelle prison, elle se remplit très rapidement et les problèmes sont toujours les mêmes. C'est donc un premier constat. Le second constat, et je rappelle, lorsque je suis devenu juge en 1986, je suis allé visiter la prison de Forêt, puisque j'étais juge d'instruction, et les juges d'instruction ont cette obligation. Je suis allé à la prison de Forêt, et j'y ai passé une journée. J'étais jeune, j'avais beaucoup de caractère, donc j'ai été vraiment visiter la prison dans tous ses recoins. Ça m'a pris une journée entière, et je n'ai vu là que des horreurs. Que des horreurs. La manière dont des gens, des personnes, certes, qui avaient commis des infractions, mais qui, pour certains d'entre eux, contestaient le fait de les avoir commis, puisque vous aviez de la détention préventive, vivaient comme des animaux. Il n'y a pas de... Enfin, on peut discuter, on peut enjoliver, mais à partir du moment où, dans 9 mètres carrés, vous aviez 4 personnes qui devaient vivre, 2 dans des lits superposés, un troisième ou les 2 autres matelas par terre, avec pas de lieu d'aisance, donc pas de toilette, obligé de faire ses besoins dans un seau plastique ou en alu, ça dépendait de la catégorie. Que voulez-vous? Que voulez-vous que l'on puisse tirer d'un tel passage des individus qui sont obligés de subir ce genre de choses? Ça me paraît tellement évident qu'il est certain pour moi que la prison n'est pas une réponse adéquate. Et évidemment, l'être humain est un être fondamentalement social. Fondamentalement social. Et quand il entre en prison, il a un souci, c'est celui de survivre. Et survivre, ben oui, c'est nouer le contact. Mais nouer le contact avec qui? Avec des gens qui ont commis parfois des faits beaucoup plus graves que ce que l'intéressé a pu commettre. Et donc, finalement, apprend
toute une série de choses dont il n'avait pas jusqu'à ce moment-là soupçonné l'existence. Et donc on est là dans une mécanique qui est une mécanique qui conduit nécessairement, et ce n'est pas moi, ce n'est pas que moi qui le dis quand vous avez rappelé que je dis que la prison est une école du crime, c'est l'évidence même. Et quand vous voyez, je parlais tout à l'heure de la récidive, que celles et ceux qui ont passé un séjour en prison, eh bien, récidivent à 60 ou 70%. C'est donc la démonstration claire. Et de surcroît, cela coûte un argent absolument inimaginable. On arrive quasiment au milliard d'euros pour la prison de Raron. Exactement. Bien. Il est évident. Or, vous voyez qu'à la prison de Aachen, vous avez exactement les mêmes difficultés. La surpopulation, elle est là. Il y a certes, les murs sont fraîchement peints, mais à part ça, l'atmosphère interne à la prison est exactement la même qu'ailleurs. Et donc, vous avez aujourd'hui le constat, vous l'avez rappelé, c'est quasi 1 milliard. Eh bien, je suis de ceux qui défendent l'idée, que si on avait investi ce milliard dans autre chose, c'est-à-dire l'humain, c'est-à-dire, bien entendu, l'humain, fondamentalement, c'est de ça dont on parle, on a, quoi que l'on ait fait, et je le disais tout à l'heure, et pour moi c'est une règle fondamentale, il n'y a pas un individu sur cette terre qui, quelque part, n'a pas une part de lumière. Il faut comprendre ce qu'il a commis. Il ne faut pas nécessairement considérer que ça n'est pas grave. Il faut y réfléchir et voir la réponse qu'on y donne. Je ne vais pas répéter ce que je disais tout à l'heure. Mais c'est ça le vrai challenge. Alors que la prison n'est jamais autre chose que quoi? Que ce qu'on faisait au Moyen-Âge en jetant les gens dans les culs de basse-fosse. C'est fini. Il n'existe plus. Et après, on vous dit, oui, mais il faut réfléchir à la réinsertion. Mais il y a un problème fondamental. C'est que la prison n'est pas une exclusion. On ne fait pas des gens que l'on envoie dans la prison, on n'en fait pas des animaux. On n'en fait pas, cela reste fondamentalement des êtres humains, et il faut continuer à travailler avec ces êtres humains, quoi qu'ils aient fait. Ça veut dire que vous voyez davantage de psychologues, de psychiatres, de... Évidemment, il est clair, et les gardiens de prison, qui exercent un métier extrêmement difficile, et qui sont finalement les contacts avec l'humanité, ou les seuls contacts avec l'humanité que les détenus ont. Or, le contact avec leurs collègues délinquants. Et donc, ils ont un rôle extrêmement important. Et aujourd'hui, c'est un métier qui a été terriblement démonétisé, qui n'est pas respecté, alors qu'on devrait, en termes de recrutement, en termes de salaire, en termes de coordination et de gestion de ce métier, on devrait y mettre les moyens pour que précisément ils puissent, à leur niveau, puisqu'ils sont gardiens, eh bien, exercer leur métier dans des conditions qui sont acceptables. Et à cela, il faut évidemment ajouter tout l'encadrement, qu'il soit pédagogique, qu'il soit social, qu'il soit psychologique, psychiatrique. Quand on imagine les psychologues en prison, mais ils vous le disent tous, hein, donc moi je ne fais qu'enfoncer des portes ouvertes, ils sont un psychologue, deux, il y en a un qui est malade parce que burn-out, enfin bon, je ne vais pas vous faire un tableau, eh bien, en réalité, ils ne voient pas. Ils ne voient pas le médecin, ils ne voient pas le psychologue, ils ne voient pas l'assistante sociale, et donc tous ces gens sont simplement enfermés. Et je rappelle que la Belgique s'est fait condamner à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme parce que le traitement dans les prisons était un traitement inhumain. Et que faut-il? Et alors, sur base de quoi? Eh bien, je vous ai cité quelques exemples. Et donc, il est évident que ce que l'on fait à l'égard de ces personnes, alors vous me direz, oui, mais vous y allez quand même un peu fort, parce qu'il y a là des assassins, il y a là des pédophiles, il y a là des hold-uppers que vous voulez. Oui, tout ça est vrai. Première observation, ça reste une frange de la population, et une petite frange, quoi qu'on en dise, une petite frange de la population, et il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'un jour, ces personnes sortiront. Elles sortiront de l'enfermement. Et la prison
c'est uniquement ça, c'est une privation de liberté, ça n'est pas autre chose. Et aujourd'hui, de manière très radicale en ce qui me concerne, la façon dont on gère, ou la manière dont on se comporte à l'égard des personnes qui sont détenues, ça n'est rien d'autre, que de la torture. Et ça n'est pas tout à fait prévu dans notre législation. Et aujourd'hui, pour illustrer le propos, quand on imagine ce que veut dire sur le plan de l'humanité la circonstance que, parce que vous n'êtes pas en séjour régulier sur le territoire belge, on envisage d'aller vous faire exécuter votre peine dans une prison en Albanie, en Turquie ou dans d'autres pays où les lois belges, je le rappelle, au passage, ne sont pas applicables puisque vous avez une territorialité du droit pénal. Eh bien, je dis que là, moi, en tout cas, quand j'entends ça, quand je constate ça, eh bien, depuis 1986, je suis honteux. Je reprends vos arguments dans le livre de Pauline. La prison, vétusté des bâtiments, conditions d'hygiène déplorables, encadrement insuffisant, absence de prise en charge psychologique et médicale, superficie pour les cellules de 9 à 12 mètres carrés, en principe pour un, mais finalement pour deux, voire pour trois détenus. Tournée fait partie des prisons les plus vétustes à Tournai. Accès aux douches limité à 2 fois par semaine, y compris pendant les canicules, toilettes non isolées par une cloison. La prison, c'est ouvrir une poubelle et y jeter les individus dont on veut se prémunir. C'est finalement en substance tout ce que vous venez de dire à l'instant. Je crois avoir lu aussi dans le livre de Pauline que vous avez dit ceci, à savoir « Je crois en l'homme ». Vous avez fait allusion tout à l'heure à la petite lumière qui transparaît. C'est ça votre conviction profonde, monsieur Hénard? Ça veut dire quoi, croire en l'homme, finalement, aujourd'hui, et a fortiori en 2025, dans la situation que nous connaissons maintenant? Croire en l'homme. Eh bien, avec la précision que lorsque je parle de l'homme, c'est évidemment l'homme et la femme, c'est l'humain. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Eh bien, j'en suis profondément convaincu et j'ai croisé durant toutes ces années des personnes qui avaient commis des faits effroyables. Et à ce point effroyable que l'être humain que je suis était quasi au bord oui, du vomissement, ou de se dire mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Et indépendamment de ça, et c'est aussi une réaction normale d'un moment se dire mais ou d'être devant une interrogation, eh bien il n'y en a pas un que j'ai vu passer devant moi où je n'ai pas, au travers de la discussion, au travers de cette approche d'un être humain par rapport à un autre être humain, où je n'ai pas décelé ce que vous avez rappelé, c'est cette petite part de lumière. Et donc la grande interrogation pour le juge que j'ai été pendant toutes ces années, que je suis toujours, puisque on est juge jusqu'à la fin de ses jours, même si on est retraité, et ça c'est une chance pour les citoyens, c'est que il y a vraiment une réponse à fournir à ce dérapage qui a été commis, qui peut parfois être très très grave. Et bien sûr, je ne vais pas aller prétendre que la prison ne peut pas se justifier dans des cas extrêmes. Et pour citer un exemple connu, c'est l'exemple de Marc Dutroux, que l'on me resserre de manière habituelle en disant « Mais que faites-vous avec un individu comme celui-là » Eh bien, je ne change pas d'opinion. Je ne change pas d'opinion, parce que même lui, d'abord, reste un être humain, quoi qu'il ait fait. Il y a sans doute, je n'ai jamais rencontré l'intéressé, il y a des parts de lumière chez lui, mais, je concède bien volontiers, et ça fait partie de la démarche rationnelle qu'il faut avoir, c'est que aujourd'hui, il est libérable, puisque c'est de lui dont on parle, mais le tribunal de l'application des peines, au travers des expertises qui ont été faites par plusieurs médecins psychiatres, est arrivé à la conclusion que libérer quelqu'un comme lui constitue toujours aujourd'hui un danger, ce qui est un obstacle à sa libération. Mais ça, et un individu comme lui,
constitue, et je ferai peut-être bondir certaines des personnes présentes, mais tout cela reste une exception. Et les prisons sont aujourd'hui peuplées, pour moi, à 75% au moins de gens qui n'ont pas leur place. J'apprécie aussi beaucoup cette réflexion. Le fondement démocratique d'une société, c'est d'accepter que des personnes soient des criminels et qu'il s'agit de s'en occuper aux frais même de cette société. Absolument. C'est une autre manière, vous avez rappelé ce qui a été retenu par Pauline, mais c'est évidemment, ça fait partie des lettres de noblesse d'une société démocratique, de savoir qu'il y a parmi elles des individus qui commettent des faits qui ne sont pas acceptables, qui doivent être sanctionnés pour ce qu'ils ou elles ont commis, c'est évident, mais ça doit se faire dans le respect de l'être humain qu'il reste être, nonobstant ce qu'ils ont fait. Et ce que je dis là, parce qu'on pourrait se dire, vous parlez beaucoup des délinquants, vous ne parlez pas des victimes. Mais en fait, le raisonnement est exactement le même. Le raisonnement est exactement le même. Le respect qu'il faut avoir, que ce soit à l'égard des auteurs des faits, mais aussi des victimes, en ne confondant pas tout. Et vous savez, vous connaissez le débat de savoir, à propos du fait de savoir si les victimes de faits doivent intervenir dans les discussions du tribunal de l'application des peines dans la perspective de libération. Je suis, contrairement à ce que certains défendent, je suis contre cette idée. Parce que la sanction est une sanction qui résulte de l'impérium, c'est-à-dire de l'État, c'est-à-dire des procureurs et des tribunaux. Et la victime, elle n'est pas méprisée si on ne la mêle pas à ce type de discussion, à condition toutefois d'avoir égard à ce qu'elle peut exprimer. Et ça reste fondamental, mais ça doit se faire dans un registre différent. Et j'en parle aussi sur la base de ma propre expérience, puisque j'ai eu l'occasion d'être juge de l'application des peines. Et donc, j'ai aussi vu devant moi, à l'occasion de discussions à propos de libération, eh bien, face à face, d'avoir quelqu'un qui avait commis des faits effroyables, des assassinats, des viols. L'un d'entre eux avait vitriolé la personne. Eh bien, nous étions autour d'une table. Et ce qui se passe, et c'est la magie de l'humanité, c'est la magie de l'humanité, c'est que nonobstant ce qui s'était produit, eh bien, la victime, ou plutôt y compris la victime, était capable de réfléchir à l'avenir, indépendamment de ce qu'elle avait subi. Pour autant, et ça c'est la règle fondamentale, c'est qu'il y ait au niveau de la machine judiciaire, et si j'utilise le mot machine, c'est parce que bien souvent, elle est trop machine, et elle se retire finalement, et c'est confortable finalement d'être présenté comme une machine. Trop mécanique. Trop mécanique, puisque si vous entrez en contact avec l'individu, que ce soit au travers de l'instruction, que ce soit ou du jugement, voire de l'application des peines, eh bien alors vous avez toute cette alchimie entre le juge, le procureur, la victime et le prévenu, qui fait qu'on peut, malgré tout, et indépendamment de toutes les considérations, envisager l'avenir. Un tout grand merci vraiment pour toutes ces précisions. Parlons maintenant, peut-être même brièvement, de l'émission. Vous avouerez quand même, monsieur le juge, que la présence des caméras va modeler, va peut-être façonner votre manière d'être. Je pousse l'argument à son maximum. Vous devenez un juge qui a revêtu le costume d'acteur, ou bien comédia dell'arte, vous êtes un acteur qui devient juge. C'est une très très belle question, hein, et ce n'est pas la première bonne question que vous me posez ce soir. Alors, il faut savoir, et je pense et je vais essayer d'être bref, il faut se souvenir d'une chose, c'est qu'il y a un principe constitutionnel chez nous,
c'est que les audiences sont publiques. Pas l'oublier. Les audiences sont publiques, et les audiences sont publiques non pas pour que l'on puisse en faire un spectacle, mais parce que le caractère public de l'audience garantit que le processus de jugement se déroule correctement. Ça veut dire que les parties concernées ont pu s'exprimer, que le juge adopte un comportement qui soit un comportement acceptable dans l'organisation de la société. Fondamentalement, il ne faut jamais oublier ça. Et c'est un principe constitutionnel. Lorsque j'accepte que l'on filme les audiences, je m'inscris tout à fait dans cette philosophie-là. Mais on ne peut pas faire abstraction de la caméra. Et, si. Oui, oui, bien sûr. Et lorsque j'accepte, lors de ma conversation avec Julie Denayer, que l'on implante, que l'on filme mes audiences, il y avait une exigence de ma part qui était de ne pas utiliser de caméras mobiles. Il y avait 4 caméras fixes dans la salle d'audience qui filmaient en permanence. Première considération. Deuxième considération, je ne suis jamais intervenu dans la décision que prenaient les personnes qui comparaissaient devant moi, d'accepter ou non. Moi, juge, jamais je ne suis intervenu. Pour une raison simple, c'est que je ne voulais pas donner l'impression que le fait qu'on me réponde positivement ou négativement pouvait avoir une influence sur mon jugement. Et puis, et c'est une anecdote que je raconte bien souvent, je me suis dit, tiens, est-ce que la présence des caméras va avoir les conséquences que vous avez évoquées de manière très imagée? J'ai été rassuré lorsque ma fille, et c'est vrai que je la raconte systématiquement, cette anecdote-là, lorsqu'elle m'a vu la première fois à la télé, elle m'a dit « Papa, tu es comme à la maison ». Je me suis dit donc, ça a l'air de... J'ai lu ça aussi dans le livre de poésie. Oui, mais je pense qu'elle a repris ça. Et donc ça m'a rassuré. Et franchement, caméra présente ou pas présente, j'ai eu le sentiment d'être vraiment comme je suis d'habitude. Et de convention avec Julie Denayer, il y avait un droit de regard que je pouvais avoir sur le résultat de la composition à laquelle elle s'était livrée. Je ne l'ai jamais exercé. Jamais. Je ne l'ai jamais regardé. Je n'ai jamais regardé non plus les émissions. Et je peux comprendre qu'on puisse se dire, tiens, est-ce que ça n'a pas une influence? Je mentirais en disant que, même si à titre personnel, j'ai le sentiment que ça n'a pas eu, que j'ai été comme je suis d'habitude, et tous ceux qui me connaissent, et tous les collègues notamment, savent que ce qu'ils ont vu à la télé correspondait aux collègues que j'étais lorsque la télévision n'était pas là. Mais c'est sûr qu'il faut un peu se méfier, et il y a quand même des fois où je me dis, en voyant d'autres intervenants, que là, il y a peut-être quand même un jeu de rôle. Et je dois aussi à la vérité de dire qu'on m'a un jour posé la question, en disant, dites, est-ce que vous êtes vraiment juge? Mais la question m'était posée parce que, et on l'a rappelé tout à l'heure avec une affaire particulière, la fameuse affaire du micro-ondes, on se dit, mais tout ça est complètement surréaliste. Comment tout ça est-il possible? Eh bien oui, c'est la réalité. Et finalement, c'est une réalité que et regardez tous les collègues qui ont participé à l'émission dans des juridictions diverses, on est tous confrontés à ce type de situation. Et donc, j'ai le sentiment, à titre personnel, que j'ai eu le même comportement avant, après, et bien maintenant, aller dire que ça n'a pas eu la moindre influence, peut-être sur moi-même, mais sur les personnes qui comparaissaient devant moi, ça, je pense que ce serait excessif de le dire. Donc, je ne peux pas dire à la scène comme à la ville, mais au tribunal comme à la ville. Tout à fait. Un très 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 grand merci, monsieur Hénard. Je crois qu'on peut passer alors...